Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés de ScholarVox Université, qui tournera autour du fonds, des fonds sciences humaines et sociales. Donc, c'est la deuxième partie des webinaires, je dirais, d'avant l'été. La semaine dernière, nous avons eu la séance consacrée à l'économie-gestion. Et puis, la semaine prochaine, vendredi donc prochain, il y aura la séance qui sera consacrée aux sciences et puis à santé-médecine. Pour les personnes qui participent pour la première fois à cette séance, on se réunit généralement tous les 2 mois et on fait un petit état des lieux sur les dernières mises à jour qui ont eu lieu sur les différents bouquets de ScholarVox Université. Et on fait un état des lieux sur les éditeurs et puis des thématiques, des sélections thématiques aussi. Donc, juste pour rappel, la séance est enregistrée. La vidéo de cette séance sera disponible la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Donc, pour les personnes qui suivent sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens des éditeurs et des sélections qui ont été présentés aujourd'hui. Pour les personnes qui suivent le webinaire en direct, vous allez recevoir dans la journée un petit mail récapitulatif avec les points qui ont été évoqués aujourd'hui. Et je peux aussi vous annoncer d'ores et déjà bien la date de la prochaine séance qui aura lieu, si je ne vous dis pas de bêtises, le vendredi 6 octobre à 11 h. Donc, même chose dans le petit mail de récap et dans le lien de la description de la vidéo, vous avez le lien pour vous inscrire d'ores et déjà à la prochaine séance. Pardon. Et justement, parce que je parle des précédentes séances, en SHS, il y en avait une qui avait eu lieu le 31 mars, qui était une présentation générale des nouveautés telles que je vais la faire maintenant. Et puis, on avait fait un focus sur le fonds géographie, ça c'était le 14 avril. Alors, pour les personnes qui avaient manqué ces 2 séances, elles sont toujours disponibles sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, n'hésitez pas d'aller les retrouver pour voir un petit peu si vous avez raté le train à l'époque. Donc, au niveau du plan, je vais faire un focus tout d'abord sur un nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds. Après, un petit focus éditeur aussi sur des mises à jour qui ont été faites ces dernières semaines. Donc, le nouvel éditeur va consacrer principalement les sciences de l'éducation. Et puis, les focus éditeurs vont consacrer la psycho et la socio. Et enfin, je vais terminer par la partie qui va être la plus longue, c'est la partie thématique, avec une sélection de titres en art, en histoire, en lettres, en philosophie, en psychosociaux, en sciences de l'éducation et en sciences politiques. Voilà, je pense qu'avec tout ça, on aura fait un beau petit parcours. Donc, le webinaire va durer 20-25 minutes maximum. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Donc, on va pouvoir démarrer. Alors, je vais couper ma caméra dans un souci de bande passante pour que vous puissiez suivre au mieux le webinaire. Alors, on va pouvoir démarrer, comme je vous l'ai dit, avec le nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds. C'est les éditions Didier qui sont rentrées à destination des sciences de l'éducation. C'est la partie de chez Didier au niveau du fonds consacré au français langue étrangère. Il y a 31 titres qui ont été sélectionnés avec l'éditeur, des titres qui ont été publiés entre 2004 et 2021. Il y a une collection qui se démarque énormément dans les mises à jour, dans cette sélection qui a été faite, c'est la collection langue et didactique qui apparaît en rose ici. Voilà, ça représente 24 titres sur les 31. Donc, des ouvrages qui vont être intéressants évidemment pour les sciences de l'éducation sur comment on enseigne le français à des personnes étrangères, mais pas que. Ça concerne vraiment tout l'enseignement du français. Donc, il y a des choses vraiment très intéressantes dans cette collection. Et autrement, les autres titres qui ont été mis en ligne, c'est des bouquins concernant l'apprentissage du français pur, vous voyez, pour le niveau A1, A2, B1 et B2. Donc là, je vous montre toute la liste de tous les titres. Vous voyez, les couvertures roses avec langue et didactique représentent la grande majorité des ouvrages. Il y a pas mal d'ouvrages vraiment très intéressants dedans, donc qui peuvent intéresser des enseignants et des futurs enseignants, évidemment, sur l'apprentissage, autour de l'apprentissage du français, justement.
Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette liste de titres. Je vous l'enverrai évidemment dans le lien tout à l'heure. Autrement, on a justement, au niveau de la psychologie, on a eu une belle mise à jour avec Duno. On a 18 titres, nouveaux titres de chez Duno qui ont été mis en ligne. Donc, on retrouve, au niveau des principales collections, on retrouve Aide-Mémoire, par exemple. Vous voyez, j'ai quelques titres de chez Aide-Mémoire. J'ai aussi l'Universi comme collection. J'ai également Psychisme, au niveau des collections qui ont été proposées, et Psychosup. Donc, on a tous ces ouvrages qui ont été ajoutés. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Hein. Il y a pas mal de choses super intéressantes de psychologie de chez Duno qui ont été mises. C'est que des ouvrages récents qui ont été ajoutés dernièrement. Donc, je vous invite à aller consulter pareil le lien, voir s'il n'y a pas des ouvrages qui peuvent être intéressants pour vous et pour les étudiants également. Idem, c'est en sociologie, c'est Armand Collin. On a une petite sélection aussi de sociaux avec des nouveautés qui ont été mis en ligne. Il y a 7 titres. Donc, il y a l'histoire des idées sociologiques, par exemple, de Michel Lallemand, qui est professeur de sociaux au CNAM. Il y a les techniques d'enquête, qui est juste à côté, en sciences sociales, de Nicole Berthier, qui est psychologue, sociologue et maître de conférence à l'Université de Grenoble. Et puis tout en bas, il est là, c'est Sociologie du genre, par exemple, de Isabelle Claire, qui est directrice de recherche au CNRS. Et puis il y a les autres ouvrages, évidemment, en sociologie des comportements politiques, sociologie de la magistrature, etc. Donc n'hésitez pas non plus à aller consulter cette petite sélection de 7 titres nouveaux en sociaux de chez Armand Collin. Alors je vais passer maintenant sur la partie thématique, donc la partie la plus longue du webinaire. Et je vais commencer par des petites sélections de nouveautés. Alors, j'ai commencé par l'art, justement, et j'ai sélectionné aujourd'hui 6 titres, et puis je vais m'attarder, comme d'habitude, sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci, c'est Géopolitique du cinéma, de la mondialisation à la plateformisation. C'est de Chloé Delaporte. Alors, Chloé Delaporte, elle est professeure de sociologie et d'économie du cinéma à l'Université de Montpellier. L'ouvrage est publié au Cavalier Bleu dans la collection Géopolitique 2. Ça va être un ouvrage qui va être à la croisée de plusieurs genres, évidemment de la sociologie et de l'économie, des sciences politiques, de l'histoire et évidemment de l'art, parce qu'on parle de cinéma. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage? On retrouve tout d'abord l'économie du cinéma mondialisé, comment fonctionne l'hégémonie d'Hollywood, le fonctionnement également de la production cinématographique dans le monde, comment les pays, les États protègent leur production cinématographique, donc la production des cinémas nationaux, le cinéma de propagande, comment il fonctionne. Et puis, là, ça va être plus contemporain, hein, c'est les plateformes de diffusion cinématographique et le libéralisme. Puis enfin, l'avenir du cinéma. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment très bien fait. Enfin, moi, j'ai adoré le parcourir, donc je vous le recommande pour aujourd'hui, c'est très intéressant. Puis, en plus, je l'ai lu à la période du Festival de Cannes, donc il y a un mois, et ça tombait pile poil, parce que chaque fois qu'il y a le Festival de Cannes, il y aurait toujours question de géopolitique plus ou moins, et de politique d'ailleurs. Donc, je vous recommande cet ouvrage qui est vraiment très bien fait. Alors, autre titre que j'ai retenu, alors là, sur un sujet que je ne connaissais pas du tout, que je maîtrisais mal, c'est Musée et marché, ethnographie d'une relation à valeur ajoutée. C'est de Audrey Doyen, qui est chercheuse et enseignante. Elle travaille sur le marché de l'art et l'économie de la culture. C'est publié chez Alphil aux presses universitaires suisses. C'est un ouvrage sur les notions d'art et d'argent, et bien plus d'ailleurs, et plus particulièrement sur les œuvres d'art premier. Comment sont-elles négociées? Avec qui? Comment reconnaître les circuits officiels d'achat? Comment définir la valeur d'un objet d'art justement qui vient d'Afrique ou d'Océanie? C'est principalement là-dessus que porte l'étude d'ailleurs. Comment s'opère la concurrence entre les musées pour les acquisitions des œuvres d'art, justement. Et puis, il y a toute la question délicate de la restitution des œuvres aussi, parce que certaines œuvres ont été soi-disant achetées dans des cadres légaux à une époque. Finalement, c'est des œuvres qui ont été spoliées. Comment elles sont restituées au pays d'origine? Donc, il y a tout ça dans cette étude. Là, on est dans un ouvrage de muséologie et d'économie.
qui est vraiment très intéressant. Encore une fois, je ne connaissais rien dedans. Et donc, c'était super intéressant. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande également, qui peut être intéressant pour des étudiants qui travaillent sur le marché de l'art, des acquisitions en œuvres d'art et en muséologie également. Alors, sur la partie art, vous pouvez donc retenir géopolitique du cinéma, et puis musée et marché, ethnographie d'une relation à valeur ajoutée. Et puis, il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés aussi qui sont super intéressants. Celui sur Stromae, par exemple, est très bien également. Puis, Détroit Sampler aussi. Je vais passer maintenant sur la partie histoire. Même chose, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais vous en présenter 2. Et le premier sur lequel je vais parler va faire un petit peu écho à l'actualité du documentaire qui a été mis en ligne sur Netflix il y a quelques mois, qui s'appelle Cléopâtre. L'ouvrage est de Agnès Groulamberg, qui est maîtresse de conférences en histoire de l'Antiquité à l'Université de Lyon 3. Elle est spécialiste de l'Afrique romaine. Et donc, en une dizaine de chapitres, l'auteur revient sur, évidemment, l'histoire de Cléopâtre VII, la plus connue, son ascendance, quelle était l'ascendance de Cléopâtre, comment elle est arrivée au pouvoir, donc la conquête du pouvoir. On ne peut pas parler de Cléopâtre sans parler de César et de Marc-Antoine, évidemment, donc il y a des chapitres qui sont consacrés à ça aussi. La fin de Cléopâtre, la fin de son règne, sa mort, comment s'est opérée sa succession. Et puis, il y a tout un chapitre autour du mythe de Cléopâtre aujourd'hui et ses représentations contemporaines. Donc, c'est pour ça que ça peut faire écho avec le documentaire Netflix qui est paru il y a quelques mois. Donc, ouvrage super intéressant également. Je vous recommande pour des étudiants qui travaillent sur l'histoire antique, évidemment. Ça va être une œuvre qui va être intéressante. Et c'est publié chez Ellipse, si je ne l'ai pas précisé. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est La Révolution française. C'est sa 3e édition. Alors, la Révolution française 1789-1799. C'est de Michel Voyel. Alors, Michel Voyel, c'est un historien français spécialiste de la Révolution française. Il est décédé en 2018. Néanmoins, son ouvrage continue à perdurer. Il continue à être mis à jour par l'éditeur. Et c'est dans la collection Cursus. Donc, ça, c'est important de le préciser également. Et donc cet ouvrage, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, comment cette décennie, la décennie 1789-1799, a changé le cours de l'histoire? Pourquoi et comment a-t-elle impacté chaque aspect de la société française? Donc l'auteur revient évidemment sur la décennie révolutionnaire, l'État révolutionnaire, les 2 fronts de la Révolution en France et dans le monde, et également les 2 fronts de la contre-révolution en France et dans le monde. Il fait un état sur la nouvelle société, concept de l'homme nouveau aussi, sur les mentalités, l'évolution des mentalités, des mœurs, des cultures et de la religion. Et puis, que représente la Révolution française dans l'histoire de France également? La représentation, on est plus dans une sorte d'historiographie, peut-être quelque part, sur la représentation de l'histoire de France, enfin, de la Révolution française, pardon, dans l'histoire de France. Voilà. Donc, c'est un ouvrage qui va être très intéressant sur la Révolution française que je vous recommande également aujourd'hui. Alors sur la partie histoire, il y a les autres titres évidemment qui sont intéressants. Vous pouvez donc retenir Cléopâtre, publié chez Ellipse, et puis La Révolution française, publiée chez Armand Collin. À noter que l'Amérique latine embrasée est très bien aussi. Donc je vous le recommande également. Je vais passer sur les lettres maintenant, et puis je vais prendre le premier titre, l'analyse de textes littéraires, principes et pratiques de Hélène Ostrovitsky-Bas. C'est publié chez Ellipse. Donc là, on est plus dans un ouvrage, on va dire, vraiment didactique sur comment on analyse un texte en littérature. Donc, l'auteur, rapidement, elle est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage? Tout d'abord, comment lire un texte. Ça peut sembler évident, mais il y a plein de petites pistes pour maîtriser la lecture d'un texte. Pouvoir parler d'un texte, trouver les idées, les communiquer avec assurance, comment montrer ses connaissances sans répéter le cours, éviter les paraphrases et le hors-sujet, éviter les répétitions, et puis comment opérer aussi une interprétation personnelle d'un texte sans le trahir. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc ça va être super intéressant pour des étudiants de lettres, évidemment de littérature,
ont besoin de travailler un peu sur leur didactique pour parler d'un texte. Ouvrage que je vous recommande également et ce qui est publié chez Ellipse. Autre ouvrage que j'ai retenu, il est ici, sur la première ligne, encore chez Armand Collin, beaucoup de Ellipse ou de Armand Collin ce matin, c'est Les genres littéraires de Yves Stalloni, qui est un ancien professeur de lettres en classe prépa, qui était professeur au lycée Dumont-d'Urville à Toulon. Cet ouvrage nous explique quels sont les grands genres littéraires, quelles sont les spécificités du roman, du théâtre et de la poésie. L'auteur revient donc sur la notion de genre littéraire, puis définit le théâtre et le genre dramatique, le roman et le genre narratif, et enfin la poésie et le genre lyrique. Et puis il y a un chapitre un peu plus crossover, pardonnez-moi l'expression, entre les genres. Quels sont les ouvrages, les genres qui sont à la frontière des genres, justement, à la frontière de la littérature, à la frontière du théâtre, à la frontière de la poésie. Donc on retrouve tout ça dans cet ouvrage, donc évidemment qui va intéresser également des étudiants en lettres et qui a un niveau de la vulgarisation, en plus, il peut être très bien perçu. Donc on est sur un manuel de cours et en même temps on est sur un ouvrage qui peut permettre d'avoir des clés pour comprendre les grands genres littéraires. Alors sur la partie lettres, vous pouvez donc retenir pour aujourd'hui l'analyse de textes littéraires, les genres littéraires, puis il y a aussi les autres ouvrages, il y a Les auteurs maudits, La malédiction littéraire qui est très bien chez Armand Collin aussi. On va passer à la philo. Donc même chose, 6 titres ont été retenus et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, un ouvrage, on va dire, vraiment de vulgarisation, pour le coup, publié chez Ellipse, c'est Histoire de la philosophie en 50 fiches. Il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, et tout d'abord Denis Collin. Alors tous les 3 sont professeurs de philosophie en lycée ou en classe prépa. Donc il y a Denis Collin, Marie-Pierre Fronziac et Dominique Jouot. Donc cet ouvrage présente une première approche avec des grands courants philosophiques, des grands auteurs classiques. Donc il y en a une cinquantaine, dedans 50 pour être précis. Et pour chaque auteur, on trouve à la fois ses notions de base, sa problématique essentielle dans son œuvre, et puis par rapport je dirais aux auteurs qu'on retrouve, on retrouve évidemment les grands classiques, c'est Platon, Aristote, Épicure, Thomas d'Aquin, Hobbes, Descartes, Spinoza, Montesquieu, Kant, Hegel ou Marx, par exemple. Donc 50 auteurs, une petite fiche didactique pour chacun d'entre eux. C'est super bien fait. Ça peut permettre des fois de se remettre, un peu les pendules à l'heure sur certains auteurs. Ouvrage qui est intéressant pour des étudiants de première année qui sortent du lycée. Vraiment, là, c'est fait pour eux. D'ailleurs, c'est un ouvrage qui peut être fait pour des lycéens, mais qui est aussi adapté pour des classes prépa également. Enfin, on est dans ce type d'ouvrage, donc on est vraiment sur de première année universitaire avec cet ouvrage. Autre titre que j'ai retenu, on reste dans la didactique, c'est la dissertation de philosophie, toujours chez Ellipse. Donc la dissertation de philosophie, méthodologie, notions et problèmes. C'est de Laurent Deschet le prêtre, qui est agrégé de philosophie et professeur honoraire au lycée Hoche de Versailles. Et il revient dans cet ouvrage comment on maîtrise pour la dissertation la notion de philosophie, comment on maîtrise une notion philosophique, qu'est-ce qu'une notion philosophique. Donc l'ouvrage nous permet de comprendre la compréhension d'une part et l'usage de la notion en philosophie. Donc on retrouve des exemples, je pense à la conscience chez Descartes, le temps chez Kant, l'intuition et l'intelligence chez Bergson. On trouve tout ce qui concerne la démarche avec des exemples de l'histoire de la morale et du bonheur aussi. Comment traiter les sujets notionnels et traiter le sujet de question. Par exemple, un truc tout bête, qu'est-ce que le bonheur en philosophie? Voilà. Donc, évidemment, l'ouvrage va vous expliquer comment on organise sa dissertation en philosophie et comment elle nous permet aussi de définir les notions. Voilà ce qu'on va retrouver principalement dedans. Donc, en philosophie, vous pouvez donc retenir Histoire de la philosophie en 50 fiches et puis la dissertation en philosophie. Il y a élément d'épistémologie qui est très bien également. Puis c'est le numéro d'avril, on va bientôt recevoir les autres, mais Philosophie Magazine aussi consacré aux transclasses.
Hop, je continue. On va passer à la psychosociaux. Et le titre sur lequel je vais m'attarder, il est publié aux éditions de la Rue d'Ulm. C'est La résilience. Se construire après un traumatisme. C'est de Jacques Lecomte. Alors, Jacques Lecomte, il est psychologue, il est chargé de cours à l'Université de Nanterre. Et dans cet ouvrage, il revient évidemment sur la notion de résilience en psycho. Qu'est-ce que la résilience? Quels sont les éléments de la résilience? Comment se manifeste l'empathie et l'affection? Comment s'intéresser au côté positif d'une personne en souffrance? Comment on laisse parler une personne ou on la laisse se taire d'ailleurs? Donc c'est de l'accompagnement des gens en souffrance et comment, via le concept de résilience, et comment respecter également le parcours de résilience d'autrui. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui n'est pas très gros, hein, qui fait à peine une centaine de pages, mais qui va vraiment s'intéresser à ce concept de psychologie qui est la résilience. Et c'est la deuxième édition de cet ouvrage, pour information. Alors, autre titre en psychosociologie qui m'a semblé intéressant, c'est publié à la Documentation française. Alors, l'auteur, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé dessus, mais il a été chapeauté l'ouvrage par l'Observatoire national de la vie étudiante, l'OVE. C'est Être étudiant avant et pendant la crise sanitaire, enquête de conditions de vie en 2020. C'est le fruit de deux enquêtes qui est présent dans cet ouvrage, donc deux enquêtes de sociologie, une réalisée, les deux ont été réalisées d'ailleurs en 2020 hein, auprès de deux échantillons de clients, alors un gros échantillon de clients d'étudiants de 60 000 personnes, et puis un autre de 6 300 étudiants. Donc l'ouvrage recense les conditions de vie des étudiants pendant la crise sanitaire. On retrouve sur les positions et les parcours de l'enseignement supérieur. Déjà, on voit un petit peu les différents profils d'étudiants qui ont été interrogés, leurs conditions de vie, leurs conditions d'étudiants par rapport aux études pendant cette période, comment a été mesurée la précarité et la détresse psychologique des étudiants, comment s'est passée la relation aux institutions pour eux pendant cette période, comment étudier loin de chez soi quand on est confiné, et puis comment se construire également en tant que jeune adulte pendant cette période. Donc je pense que cet ouvrage va être super intéressant à la fois pour des étudiants de sociologie, hein, évidemment, mais pour le public universitaire, parce que ça concerne vraiment la vie des étudiants. Donc c'est une super étude de sociaux qu'on va retrouver dedans. Donc je vous recommande évidemment cet ouvrage qui est publié à la Documentation française pour mémoire. Alors donc, pour la partie psychosociaux, vous pouvez donc retenir la résilience chez Rue d'Ulm, et puis être étudiant avant et pendant la crise sanitaire à la Documentation française. Alors, je vais passer aux sciences de l'éducation maintenant pour les INSPE. Alors, même chose, hein, j'ai sélectionné 6 titres et puis je vais vous parler des deux derniers là. Le premier, c'est Montessori, c'est publié aux éditions Débat Public, c'est Scolarité, Modernité et Fraternité, c'est de Julien Mendes, qui est directeur général de l'Institut supérieur de Montessori. L'auteur revient dans cet ouvrage sur les fondamentaux de l'école Montessori, loin des clichés et des idées reçues. Il revient sur l'école et la société, le développement de chacun, la transmission des savoirs, le rôle de l'éducateur, l'apprentissage, les moyens donnés à l'enseignement, la coopération au sein de l'institution et comment devenir enseignant de Montessori. Donc voilà, c'est un petit ouvrage qui va être avant tout didactique pour resituer un petit peu ce qu'est Montessori, qu'est-ce que la méthode Montessori, sans rentrer vraiment dans le détail. On reste vraiment sur le cadre de cette institution scolaire. Alors, autre ouvrage que j'ai retenu, c'est Chronique de la violence, une généalogie de l'intimidation scolaire. C'est publié aux presses de l'Université de Laval, c'est de David Gaudreau, qui est docteur-chercheur en sociologie à l'Université de Laval, au Québec. Et à travers l'exemple du Québec, l'auteur revient sur les phénomènes de violence en milieu scolaire et plus particulièrement sur les notions d'intimidation et du harcèlement. Donc on est en plein dans l'actualité justement par rapport à ce qui se passe actuellement chez nous en France. L'auteur prend différents canaux liés au harcèlement, comme le cyberharcèlement par exemple, et présente les différents profils liés à la fois aux personnes harcelées et aux harceleurs. Il revient aussi, alors ça concerne plus le Québec, sur le phénomène de bandes, de gangs dans les écoles également. Donc,
Si vous cherchez pour les INSPE des ouvrages qui traitent de cette thématique sur le harcèlement scolaire et l'intimidation scolaire, il y a cet ouvrage qui date de 2022, qui a tout juste un an, que je vous recommande également. Alors sur la partie sciences de l'éducation, vous pouvez donc retenir Montessori, publié chez Débat Public, et Chronique de la violence, publié aux presses universitaires de Laval. Et je vais terminer par les sciences politiques. Pareil, j'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Géopolitique des Outre-mer, entre déclassement et revalorisation. C'est de Fred Constant, c'est publié au Cavalier Bleu, toujours dans la collection Géopolitique 2. Je vous ai déjà présenté tout à l'heure Géopolitique du cinéma, par exemple. Alors, rapidement sur l'auteur Fred Constant, c'est un diplomate et un politologue français, et il est professeur aussi de sciences politiques à l'Université des Antilles. C'est une excellente synthèse, cet ouvrage, sur les enjeux économiques, sociologiques, écologiques, stratégiques des territoires d'outre-mer. L'auteur revient sur quels sont ces territoires, les relations avec la métropole, les fonctions stratégiques pour la défense et la gestion de l'espace maritime, et quelles sont les problématiques rencontrées par les territoires d'outre-mer. Donc on parle des départements et des territoires d'outre-mer dans cet ouvrage, et c'est vraiment très bien fait. C'est excellent, on apprend plein de choses. Il y a pareil, ça casse les idées reçues. Donc c'est un ouvrage pour des étudiants de géopolitique qui va être super intéressant pour comprendre les territoires justement d'outre-mer. Autre ouvrage que j'ai retenu, alors c'est publié chez Rudulm aussi, comme l'ouvrage sur la résilience dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Les femmes au pouvoir, que change vraiment la parité en politique, c'est de Quentin Lippmann. Quentin Lippmann est maître de conférence à Assas, et il revient justement sur l'accès des femmes en politique, comment la chose évolue depuis la loi sur la parité en 2000. Où en est-on justement sur la place des femmes dans la politique? Donc l'auteur explique comment se passe l'accès des femmes au pouvoir, l'exercice au pouvoir des femmes, la perception des femmes au pouvoir, le bilan de la parité, on est un peu plus d'une vingtaine d'années au niveau de cette loi, et comment améliorer la parité également. Donc, petit guide qui fait une centaine de pages, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué, c'est vraiment un super état des lieux sur la représentation donc, des femmes et la politique, et plus particulièrement via le pouvoir. Donc pour la partie sciences politiques, vous pouvez donc retenir Géopolitique des Outre-mer, et puis Femmes au pouvoir. Et puis il y a 10 questions sur le communisme aussi, qui est très bien publié chez Libertalia au passage, que je vous recommande également. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez repéré des ouvrages qui pouvaient être intéressants pour vous et pour les étudiants. Comme je vous l'ai annoncé en début de webinaire, vous allez recevoir dans la journée un petit mail récapitulatif avec toutes les sélections que j'ai présentées aujourd'hui, avec le lien aussi pour pouvoir vous inscrire, si vous le souhaitez, au webinaire du 6 octobre. Autrement, pour les personnes qui suivent la vidéo sur YouTube, tout est en description. Je vous remercie une nouvelle fois. Je vous retrouve donc à la rentrée pour les sciences humaines. Pour les personnes qui vont suivre la séance des sciences, c'est la semaine prochaine. Donc, je peux vous dire à certains peut-être d'entre vous à la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite un bel été et puis évidemment de belles lectures aussi sur ScholarVox Université. Et je reste à disposition pour toute question sur le fond. N'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne journée à vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.